Et voilà, bam, en direct. Alors, salut à tous. Premier live d'ailleurs, et première masterclass live avec tout le monde. Je vais vous montrer d'ailleurs les étudiants qui sont tous là. Regardez ça, bam. Tout le monde est ici. Et donc c'est eux qui vont poser les questions à Mathieu Kassovitz qui va nous rejoindre d'ici quelques petits instants. Et ça va se passer comme ça. Je vais faire modérateur. Je vais peut-être aussi désactiver les commentaires après pour pas être distrait. Et voilà. C'est parti avec toute l'école qui est là, avec l'Ajli aussi qui nous suit, avec le corps de nos professeurs dévoués jour et nuit et surtout qui ont réussi à réorganiser tout ça avec Farida, la directrice de l'école, à Mathieu qui est là pour que ça continue pendant le confinement. Donc on continue plus que jamais et on en fait profiter à tout le monde. Alors Mathieu, faut que tu me fasses une demande. Est-ce que ça te dit faire une demande? Normalement, tu as dû voir ça. Et ensuite, c'est parti, je peux t'inviter. Tac, tac, tac. Je crois que c'est son premier live aussi à Mathieu, donc c'est bien. On va découvrir ensemble. Et sorry for... Ah, c'est fait, il m'a fait. Putain, c'est fait. Alors, où est-ce que je trouve la demande? Puis, alors, attends. Tac. Non. Ici, si je fais ça. Si je t'envoie un truc. Bam. Ah, voilà. Diffuser en direct avec Matt. Et c'est parti. C'est parti. Yes. Yes. Ça va, mon pote? Tranquille, tranquille. Alors, qu'est-ce que t'as comme fond, là? T'as mis un fond? Je vois une grande bande noire derrière toi. Non, c'est mon fauteuil. J'ai un fauteuil. Mortel. Mortel. Bon, déjà, Ça va? merci de prendre le temps. Merci de prendre le temps parce que pour rappeler un peu la jeunesse de tout ça, il faut rappeler que Courtrajmé, fondé par Kim Chapiron, Romain Gavras, Mani Songaré, est né à la suite de La haine, réalisée par toi-même en 95. Et des années plus tard, toute cette bande de potes dont je faisais partie et dont Ladji aussi faisait partie, réalisé, joué depuis le tout début, jusqu'aux Les Misérables. Mais il faut rappeler qu'avant Les Misérables, Ladj a créé cette école à Montfermeil qui s'appelle l'école Courtrajmé. J'ai rejoint un an plus tard avec une autre section. Et donc aujourd'hui, regarde, je te montre, ils sont tous là. Ça tient sur 2 écrans. Ils ont tous des questions, ils ont tous hâte de te rencontrer. C'est la première masterclass pendant le confinement. Donc c'est cool. Merci à toi de jouer le jeu. Et ils auraient bien sûr aimé te voir en vrai, mais on sait que tu viendras à l'école après, donc il n'y a pas de doute. On va faire ça tranquille Tu après. fais, tu vois, un petit balayage comme ça, tu les vois. Bonjour tout le monde. Et voilà. Est-ce que tout le monde l'entend? Est-ce que tout le monde l'entend? Ouais, c'est bon, tout le monde t'entend, tu vois, ça va le faire. Alors, écoute, on va aller direct. Première question de Tatiana. Alors qu'il faut que je retrouve sur mon écran. Si elle me fait coucou, je la vois, elle est là. Vas-y, je t'écoute. Salut Mathieu, j'espère que ton confinement se passe bien. Alors, j'ai une première question sur plein de détails qui sont importants dans le film. Déjà, sur les horaires qui sont hyper précis dans les interstices et les apparitions de la vache de Vince et aussi le discours du rescapé dans les toilettes. Ouais, mais tout ça, tes réponses, tu peux déjà les trouver sur Internet. Bon, déjà, tu as mis les 3 questions, les 3 premières questions dans le panier. Je peux te répondre vite fait si tu veux. Les horaires, c'est un problème que j'ai eu quand j'avais fini le montage du film. Je me suis rendu compte que en fait, le film était très, très, très chiant parce qu'il n'y avait pas de direction et il n'y avait pas de... Comme c'était une non-histoire, puisque c'est juste une journée et que mon but était de trouver le minimum de choses à faire pour que cette journée se passe sans qu'il ne se passe rien, mais qu'on puisse qu'il y ait des messages, mais c'était pas assez c'était pas un fil rouge. Il n'y avait pas le côté qu'est-ce qui se passe dans 2 heures qu'on peut avoir sur un film policier ou ce genre de choses. Et je me suis retrouvé avec un film qui était bien, mais qui manquait de direction, qui manquait de fil rouge. Et en fait, j'ai trouvé cette idée de timer le film assez vite dans le montage
avec ces panneaux pour justement prévenir le spectateur qu'il va se passer quelque chose à un moment. Voilà. Et le dernier panneau est avec un mouvement dans l'heure qui est pour prévenir que c'est maintenant que ça se passe. Ça, c'est le premier. Le petit vieux dans les toilettes, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée quand j'étais parce que le comédien qui joue mon grand-père là joue aussi le comédien, c'est quasiment la même famille que ceux qui étaient dans Métis. Et donc, il jouait mon grand-père dans Métis. Vincent jouait mon frère dans Métis. Et donc, j'ai retrouvé un petit peu la même famille. Et il m'a raconté cette histoire que j'ai intégrée dans l'histoire de la haine, qui est pour moi, parce que je suis pas un mec de banlieue, mais tous mes amis étaient de quartier. Et il y avait une plainte constante de qu'est-ce que c'est que le ghetto, et on vit dans le ghetto. Et mon père, lui, il vient du ghetto, et du vrai ghetto, le ghetto hongrois, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les gens qui ont vécu dans le ghetto disent non, le ghetto, c'est pas ça. Le ghetto, c'est pas un endroit avec un RER, avec un truc. Un ghetto, c'est un mirador. Si tu en sors, tu te fais tirer dessus, et si tu y restes, tu meurs. Donc, c'était histoire de remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport voilà, à ce que dit Vince dans les toilettes avant, en disant on en a marre, maintenant ça suffit. Voilà. Et la troisième, c'était quoi? La vache? La vache, c'est parce que mort aux vaches, comme disait mon grand-père, mort aux vaches, qui était une expression qui n'existe plus, mais voulait dire mort aux vaches, c'était la police. Et on avait 3 petits points là que les manouches avaient tatoués là, qui voulaient dire mort aux vaches. Voilà. Et mon grand-père était dans cet état d'esprit-là. Et une des premières affiches que j'ai eues de la haine, idée que j'ai, quand ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux comme affiche, j'ai dit moi, à part une vache avec une cible, je vois pas. Voilà. D'ailleurs, il y a une histoire assez mortelle sur l'affiche de la haine, sur le regard. Vous n'aviez pas prévu ça au départ, et tu m'as expliqué c'est tiré d'un des plans du film, c'est ça? Non, oui, c'est dans le plan de Vince qui regarde le mec se faire tirer dessus derrière, qui est un plan avec une demi-bonnette. On en parlera tout à l'heure, ouais. Qui permet de filmer. En fait, il regarde vers la caméra, mais il est censé regarder ce qui se passe derrière lui. Et ils se sont servis de cette image-là, de son regard qui était assez intense. Et ils sont venus avec une image, avec ce bandeau de ces yeux-là, et avec marqué la haine en blanc sur fond noir dessous. Et c'était évidemment l'affiche qui s'est imposée d'elle-même. Putain. Alors, je rappelle un truc aussi, d'ailleurs, c'est que on a annoncé à nos étudiants, après avoir... c'est les 25 ans de la haine, en fait. Et ils vont tous travailler sur la haine cette année pour une expo qui aura lieu début septembre au Palais de Tokyo. Donc c'est un projet d'expo qui est en cours là, on est en train de travailler dessus, sous quelle forme, c'est en train de se décider. Mais en tout cas, ils te soumettront leur projet, on est en train de travailler avec l'ADJ là-dessus, avec la section cinéma de l'école et la section art et images. Et donc ils sont super excités et c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance à cette première masterclass. Parce qu'ils ont plein de questions, notamment sur la haine, parce qu'ils vont travailler là-dessus et réinterpréter aujourd'hui. Alors, prochaine question de Tiziano, alors, qui est juste là. Salut. Merci beaucoup déjà d'être ici, on est tous très contents de te voir. Je voulais savoir à quel point il y avait une volonté consciente de faire référence au tragique, à la tragédie grecque. On est dans une structure classique qui fonctionne avec ce principe de la fatalité. Dès l'ouverture du film, la catastrophe, elle est annoncée. Plus largement, c'était quoi ton processus d'écriture? Et du coup, est-ce que le noir et blanc, c'est aussi pour s'inscrire dans un récit intemporel? Voilà, merci. Très bonne question, à laquelle je n'avais pas pensé, mais j'ai pensé maintenant. La tragédie grecque, dans le sens de l'impossibilité d'éviter le drame, oui. De savoir que c'est pour ça qu'on raconte des histoires, enfin que moi j'aime raconter des films, c'est pour raconter où va la société. Donc c'est un petit peu, c'est être obligé de prendre un parti pris et de dramatiser une histoire pour emmener le spectateur dans son idée.
et qui est la démarche intellectuelle, qui est le sujet que tu veux traiter. Le sujet que je voulais traiter là, c'était cette demande de respect et cette impossibilité de communiquer entre deux parties de la société qui devraient être complètement imbriquées l'une avec l'autre. Et donc, oui, j'avais besoin effectivement de donner une dimension dramatique, mais pourtant, La haine est une comédie, mais ce qui donne sa dramaturgie, c'est les 10 dernières secondes du film. Et encore une fois, j'ai utilisé ces panneaux d'heures pour donner une dimension de destin à ces personnages-là, que ce ne soit pas juste trois gamins qui se promènent au milieu de nulle part, mais qu'on sent qu'il y a un destin et qu'il va leur arriver quelque chose, encore une fois. Et le noir et blanc, c'est pas pour aller dans la tragédie encore, mais c'est en fait c'est pour si on veut intellectualiser la démarche. Je pense que les gens qui travaillent sur le noir et blanc, que ce soit en photo, que ce soit en pellicule, on essaye de on pense que notre travail, que le sujet a assez d'importance pour le mettre dans le granit, en fait. C'est que je pense que le noir et blanc est très, la couleur, pardon, le noir et blanc est très, c'est de la pierre, c'est du granit, c'est solide, ça ne bougera pas avec le temps, et c'est très simple à lire. Ça focalise ça focalise l'attention du spectateur sur le sujet et pas sur les détails autour. Si on peut pas les contrôler, en plus, ça devient de la pollution. Donc, on peut le traiter, comme tu l'as dit, sous le travail de la relation à la tragédie grecque et ce genre de choses, mais on peut aussi le ramener à des choses beaucoup plus simples, qui sont de comment faire pour avoir de l'empathie avec des gens. Il faut faire rire le spectateur, et si vous voulez l'amener dans la tragédie, il faut retourner les choses à la dernière minute, mais vous pouvez pas ne pas le but de tout film, le but de toute œuvre d'une manière générale est d'avoir de l'empathie pour le sujet qu'on traite. Quand c'est les êtres humains, c'est l'empathie pour les êtres humains. Quand c'est la société, mais en tout cas, c'est un regard différent qui nous permet d'avoir de l'empathie. Donc le but du film était de créer de l'empathie pour ces personnages que personne ne connaissait à l'époque, et qui avaient besoin de prendre, enfin voilà, à qui on a besoin de donner leur humanité pour à la dernière seconde se rendre compte que c'était pas juste des jeunes imbéciles, mais que c'était des gens qui transportent toute une culture avec eux, et que voilà, enfin, il faut la connaître, et c'est le seul moyen de pouvoir prendre conscience que on a besoin de justice et de respect. Magnifique, mais en fait, tu parles bien. Faut pas me poser trop de questions comme ça, les gars. Faut pas me poser trop de questions comme ça. Non, mais là, j'ai balancé toutes mes cartouches, là. Mais peut-être on va te réinviter sur des plateaux de télé, parler comme ça, de manière super intelligente. Tragédie grecque, en troisième question, vous allez loin, les gars. Laissez-moi boire un peu de coca. Vas-y, bois ton coca. Il y a quelqu'un qui n'avait pas éteint son micro. Attention, police des micros. Et prochaine question d'Émilie. Attention, c'est à toi, Émilie. Salut Mathieu. Tu parlais du tragique, et moi j'ai l'impression que le tragique dans ton film, il passe beaucoup par des tours de force de mise en scène, des mouvements de caméra, un travail de composition et de profondeur. Et j'ai remarqué que souvent c'était très très fort à la fin des scènes. Comment est-ce que tu as fait ce travail sur l'image, et est-ce que le fait qu'il y ait des tours de force vers les fins de scène, ça vient aussi appuyer cet effet tragique de la chute, dont tu parles depuis le début du film? Tu parles du rythme des scènes et de l'enchaînement des scènes les unes avec les autres? Ouais, il y a ça, et il y a le travail des images, et aussi par exemple des mouvements. Je trouve qu'à la fin de chaque scène, il y a des mouvements très très forts qui nous marquent vachement, soit des mouvements de cam, soit les comédiens. Et moi personnellement, j'y ai peut-être vu un parallèle avec le message qui est annoncé dès le départ, que ce qui est important, c'est la manière dont ça s'arrête. Et je voulais savoir comment tu as travaillé l'image, et si c'était en fait, okay. Ouais, je comprends la question. Moi, le truc, c'est que c'est une chance, et c'est aussi un calvaire, c'est que je travaille d'une manière assez millimétrée. J'aime pas travailler à deux équipes, j'aime pas travailler à plusieurs caméras. J'aime bien contrôler ce que je fais, parce que je sais,
parce que j'estime savoir ce que je fais. Alors, ça ne fait pas forcément des bons films, mais en tout cas, en tant que réalisateur, je sais ce que je veux. Et donc, je sais quand le plan commence et quand il termine. Je sais que ce plan-là est avant celui-là. Je sais exactement comment ça va être avant le montage. C'est pour ça que je monte mes propres films, parce que c'est plus simple pour moi de coller les plans que j'ai faits, parce qu'il suffit d'enlever les claps normalement et ils se collent les uns après les autres. Mais pour arriver à ça, il faut être sûr de ton rythme. Et il faut avoir un rythme qui soit, il faut que tu imagines le film de A à Z et que tu le tiennes et que tu crois à ton rythme. Donc au tournage, tu dois sentir ce rythme-là et tu peux pas y aller au hasard. Tu es obligé d'y aller en sachant exactement par rapport à ton scénario où tu es au début de ce plan-là, où tu es à la fin de ce plan-là. Il y a des réalisateurs qui se couvrent et qui filment dans tous les sens possibles et ils verront au montage ensuite comment. Mais si tu fais ça, par exemple, si tu filmes à plusieurs caméras et tu vois au montage comment s'en sortir, tu peux pas avoir un rythme propre comme ce dont tu parles là, qui est de dire j'ai un plan séquence qui se termine avec un mouvement, avec un acteur qui se termine. Tu me dis ça, il y a une scène dans le film où ils sont juste après qu'ils aient raté le RER. Et il y a Vince qui est là, on les retrouve tous. Ils arrivent en courant, ils ratent le truc, ils reprennent leur respiration. Et il y a Vince qui est en fait un changement de point, je crois, et on passe derrière et on se rend compte qu'il est collé au poteau et qu'il est intégré dans la structure et on le voit sortir de là. Ils ont un échange de regards et il sort. Et en sortant, il a fait un petit truc avec son nez, un petit comme ça. Et c'est juste le truc, ça m'a donné le rythme pour pouvoir couper juste après. Quand j'ai vu ça au tournage, j'ai dit c'est bon, là. Donc c'est pas forcément les choses que moi je prévois, mais c'est des choses que je demande aux acteurs. Je leur dis de manière très précise, j'ai besoin que tu te retournes à ce moment-là parce que moi j'ai pas de plan de coupe après pour pouvoir rythmer tout ça. Si toi tu le rythmes pas, je vais te baiser après au montage. Et comme j'ai pas d'autres plans, j'ai vraiment que cette possibilité-là. Donc je suis capable de faire 30 fois la même prise pour arriver à mon rythme. Pour être sûr que mon plan il s'enchaîne avec le plan suivant que j'ai prévu ou que j'ai tourné 2 semaines avant ou que je vais tourner 2 semaines plus tard. Putain, tu leur fais la big masterclass. Quoi d'autre? Ah ouais, je vais prendre des notes. Alors, Pablo, qui lui nous vient du Brésil et qui a rejoint notre école. Après, ah non, d'abord c'est Pablo, c'est vrai. Alors attends, il est où? Il est page 2. Ah voilà, je te vois, ok. Section cinéma, attention, c'est pour toi. Vous étiez là. Je dis à Carmen, si tu regardes le direct, tu veux pas me monter un petit peu un coca, s'il te plaît? Alors. Vas-y. Alors attention, vas-y, on t'entend. Excuse-moi, reprends ta question. Vous avez mis les affiches derrière vous. Bien ouais, il y en a. En fait, tu peux mettre des fonds. Ah ouais, bien joué. Ouais, du coup, moi, ma question, elle portait comme l'a dit JR, vu nous, on regardait la haine récemment dans la perspective des 25 ans de la haine. Tu t'es beaucoup exprimé à l'époque où c'est sorti, tu t'es exprimé un petit peu aussi 10 ans après, quand il y a eu notamment l'édition du DVD collector et tout. Et moi, je voulais te poser des questions un peu aujourd'hui, 25 ans après, sur ce qu'on pourrait considérer un peu comme l'héritage de la haine, le fait que à l'époque, ça te gonflait vraiment, qu'on te considère comme porte-parole politique ou sociale, ou que ce film pouvait avoir un impact autre que cinématographique. Et comment tu le vois 25 ans après? Et du coup, dans cette question, je pensais notamment au film, au court-métrage, comment ça s'appelle, Violence en réunion, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui a été un peu considéré comme l'héritage de la haine, et plus récemment des Misérables. Donc un peu, voilà, l'héritage de la haine. Aujourd'hui, comment toi, tu le perçois pas? En fait, moi, je me suis battu à l'époque contre le côté starisation de l'événement La Haine. C'est-à-dire que quand La Haine est devenu un événement, moi, je poussais les journalistes à tout le temps de parler plus avec les jeunes des quartiers qu'avec nous. Nous, on pouvait parler du film, mais dès qu'on rentre dans la vie des quartiers et de la police et du rapport à la police, c'était pas à moi d'en parler. Donc, je les ai poussés à ça. Malheureusement, ils ont tiré vers l'inverse et ils ont fait de nous des starlettes, ce qui ne m'a pas du tout plu. Et c'était aussi évidemment dans l'ambiance de dire vous êtes les créateurs d'une nouvelle vague. Ils nous avaient mis sur un piédestal d'une manière très malsaine, parce que je leur ai dit ne nous dites pas aujourd'hui ce qu'on va être plus tard. Laissez-nous le temps de devenir les choses et on verra dans 25 ans si on est toujours là. Si on est toujours là dans 25 ans,
On pourra en parler si vous voulez. Mais là, pour l'instant, ça sert à rien. C'est juste un effet de mode. Donc, pour que les choses soient pérennes, et nous, moi, il n'y a rien de plus gratifiant pour un réalisateur ou pour un artiste qui fait une œuvre sociale et qui n'est pas juste là pour faire rire les gens, mais qui est aussi là pour les faire réfléchir, de voir que cette œuvre est pérenne. Donc aujourd'hui, j'ai pas de problème pour en parler. Au contraire, je suis très fier. Mais à l'époque, je me méfiais beaucoup et je savais pas aussi ce que le film aurait comme impact. Donc maintenant, je suis plus calme et je suis plus serein pour en parler avec. Et puis surtout, vous, avec l'école Courtrajmé, JR, Lajli, Kim, tous ces Mouloud, tous ces gens-là qui viennent de cette génération-là. Moi, c'est des petits. Quand on était rue Coura dans le 20e arrondissement et ils étaient dans mon immeuble. Ils avaient 13 ans et ils ont commencé à faire des courts-métrages juste après qu'on ait fait La Haine. C'était voilà, et c'était donc maintenant qu'on voit que ces mecs-là, ils ont réussi, qu'ils créent quelque chose et qu'ils créent un nouveau mouvement. Là, on peut commencer à discuter. Là, ça devient intéressant. Avant, c'est que des trucs de mode. Avant, c'est du buzz. Moi, je me rappelle monter au-dessus, check-in, voir ta porte d'entrée et dire putain, c'est là qu'il y a Katowice et tout. Quand on était gamin, et que j'allais chez eux, c'était génial de dire putain, dans cet immeuble, il y a Mathieu, il habitait là-haut. Il y avait encore, je crois, ta mère qui habitait là. Mais c'est mortel, il y avait des tags partis sur la porte. Non, mais en plus, En plus, moi, quand ils ont commencé, moi, je me souviens de premier court-métrage qu'ils ont fait, qui était en bas de chez moi à 3h du matin. Ils me demandaient de venir parce que j'avais une voiture. Donc, ils me demandaient de rouler avec la voiture. J'avais une voiture qui ressemblait à une voiture américaine. Je ne sais même plus ce que c'était. Non, c'était même pas ça. Je crois que c'était ma Saab. Enfin, bon. Mais bon, ça faisait un peu gangster. Il y avait le booming system. J'avais un chien. On avait des chiens et tout ça. Donc, ils faisaient des trucs de gangster dans la rue, avec les condés qui traînaient autour. Et je les prenais pas au sérieux. Moi, j'ai jamais cru qu'ils allaient réussir à quoi que ce soit, ces mecs-là. Ah là là, elle est belle l'histoire. Et après, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est que déjà, moi, à 25 ans, 30 ans, avec des mecs de 15 ans, j'étais déjà d'une génération autre. Et j'ai vu en travaillant avec Kim sur un ou deux projets que c'est pas mon délire. C'est pas mon école à moi. Mais par contre, je trouve ça incroyable, cette énergie-là, et de voir tout ce qui en sort. Et ça, j'ai vu ça en regardant leurs films, en regardant leurs clips, en truc de voir à quel point ils ont pris les choses et ils ont dit nique sa mère, on réécrit tout à la base. Et ça, c'est une énergie qui est absolument géniale et qui est le futur. Et donc, c'est pas une relation directe à la haine parce que ça fait partie d'une culture qui fait partie du hip-hop plus que de la haine, je pense. Mais en tout cas, on est dans ce renouveau-là et on en est le résultat. Enfin, déjà, tu vois, avec JR, on est le résultat de ce. J'en suis le résultat moi aussi. Hein. C'est pour ça que j'en suis content. Je ne suis pas le seul créateur du truc. Et on en est tous. Ça se mord la queue, quoi. Exactement. Non, mais chacun s'inspire, bien sûr. Voilà. Quand je vois le travail de JR sur le regard qu'il fait quand il a fait les femmes sur les ponts de Paris, là, tout ça, évidemment, je vois l'affiche de la haine. Évidemment que je retrouve ça et c'est un serpent créatif qui se mord la queue et c'est tant mieux pour tout le monde. Complètement, complètement. D'ailleurs, c'était marrant de voir tes références à toi aussi, de qu'est-ce qui t'avait inspiré de faire la haine, de tourner comme ça. Tu me parlais de George Lucas, tu me parlais d'autres références de films qui avaient été d'American Graffiti. Ah oui, j'étais dans le hip-hop et dans le cinéma. Et à ce moment-là arrive Spike Lee avec Do the Right Thing, avec She's Gonna Have It. Ouais. Mon premier film, sa comédienne, elle s'appelle, dans le personnage, s'appelle Nola. Le mien, il s'appelle Lola. J'ai fait une référence directe. Mais je fais une référence directe parce que ça ne me pose pas de problème. Parce que Spike Lee, il a tout pris à Woody Allen. Il a tout pris à Scorsese. Et donc, on se vole, on se prend les trucs les uns les autres. Et les jeunes doivent aussi aller se servir chez les vieux et ainsi de suite. Exactement. C'était des références que j'ai fait d'une manière assez ouverte parce que je n'ai aucune raison de m'en cacher. Et justement, l'art, enfin en tout cas, ce genre de médias doit se passer les uns les autres parce que quand quelqu'un a une bonne idée, il faut l'utiliser. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est la sublimer et la faire sienne, quoi. Et arriver à dire à ce réalisateur, pas mal ton truc. Regarde ce que j'en ai fait. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, quand à la première du ballet à New York,
On avait fait une photo avec Spike Lee et toi. C'était la première fois que tu l'as rencontré, tu l'avais déjà rencontré? Non, j'avais déjà rencontré à une époque, mais il m'aime pas, Ouais. Il m'aime pas parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur Spike Lee, puis surtout là-bas, il a dit, on lui disait, il y a un blanc qui fait des films de noir là-bas et qui imite. Donc, un truc qui peut fonctionner en France et qui peut être compris en France ne peut pas être compris aux États-Unis. Tu vois, c'est le seul blanc que tu verras réaliser un film de rap aux États-Unis, c'est le mec qui a fait le film sur Eminem. Tu vois, le reste, c'est que des Renois. Non, mais c'était marrant pour la petite histoire à tous les étudiants. J'avais fait un ballet sur les Bosquets, ça s'appelait, d'ailleurs, qui était interprété, on jouait la vie de l'âge et la relation des médias, sa relation à la caméra. Et il y avait une grande première au New York City Ballet, qui est l'opéra de New York. Et donc, Mathieu est à New York, donc bien sûr, je l'invite. Spike Lee est là, je l'invite. Et il se trouve que les deux arrivent à peu près en même temps. Je les vois, je dis putain, vas-y, Mathieu, Spike, venez, il faut faire la photo tous les trois. Et Mathieu me dit grave, vas-y, on fait la photo. Et Spike, qui en fait se retrouve un peu gêné, mais moi je sais pas, je le connais pas non plus super bien, mais on s'est croisé quelques fois, fait quand même la photo et mais est un peu froid et après part s'asseoir à sa place. Et je dis à Mathieu, il était pas un peu bizarre, Spike et tout. Et il me dit, bah en fait, faut que je te dise, il pense que je lui ai volé ces trucs. Je dis, mais tu lui as volé? Il me dit, bah oui, clairement, mais je l'assume. C'est des vraies références. Et sauf qu'il lui, il le voit pas comme ça. Oui, mais écoute, c'est pas grave. Sinon, je peux lui sortir aussi la liste des plans qu'il a volés aux autres. Exactement, exactement. Non, mais en tout cas, c'est beau de voir cette chaîne. Et eux, ceux à qui tu parles là, c'est eux les prochains. Et c'est eux qui sont en train d'emmagasiner tout ça, de se nourrir et qui seront ceux qu'on ira voir dans 2, 3, 4, 5, 10 ans et on se rappellera de ces moments. Alors, il y a une question de Florence. Attention, Florence, c'est à toi. Tac, juste. Oui, bah justement, je voulais te parler de l'impact qu'a eu ton film à l'époque et même jusqu'à maintenant. C'était un reflet de la cité et de la société en général. Et je voudrais savoir si tu devais monter un film sur la cité maintenant, comment tu traiterais la place de la femme? Est-ce que tu penses qu'elle a changé? Et si oui, comment? Que la place de la femme a changé dans la cité? C'est ça que tu as dit? Oui, si en gros... oui. Ouais. Je vis à Vincennes, je suis plus dans la cité, je sais plus comment ça se passe. Je n'ai aucun... J'ai 50 balais, je suis plus... faut pas me poser des questions sur les jeunes, faut pas me poser des questions sur les... Tu vois, je sais plus aujourd'hui. Moi, je pourrais en tout cas, je pourrais pas faire un film sur un sujet que je ne connais pas. Et pour faire des films comme La haine ou comme ce que fait JR sur les gens, il va à la rencontre des gens et tu es obligé de connaître ton sujet absolument pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Donc moi, j'ai aucune raison de faire un film. Enfin, tu vois, je n'ai pas cette connaissance-là. Le seul moyen de le faire, ce serait d'écouter la vie de quelqu'un ou d'adapter un bouquin. Mais je pense que ce genre de choses doit être. Si tu veux faire des bons films, il faut faire des trucs qui soient vraiment très inspirés. Et donc pour ça, il faut que tu sois personnellement très engagé. Et d'ailleurs, si je peux rajouter un truc, sur scène au César qu'on l'a déjà gagné, il y avait forcément que des mecs. L'histoire du film, tous les mecs qui étaient là, qui racontent cette histoire au Bosquet. Bien sûr, à ce moment-là, on était tous centrés sur. Alors, on regarde cette photo, il n'y a pas de femme dans l'image, mais ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on a manqué, je trouve, c'est dommage ce soir-là, c'est que sur cette scène, qu'on l'a déjà remportée et que tout le monde est monté, il y avait ceux qui étaient 15 ans plus tôt dans les émeutes de 2005. Ceux à qui on n'imaginerait jamais que 15 ans plus tard, ils soient sur la scène pour meilleur film avec Les Misérables. Il y avait Siaka, le frère de Bouna, un des deux jeunes qui est mort et qui a fait que ça a déclenché les émeutes. Et ça, pour moi, c'était une force énorme. C'est juste que il y avait plein d'autres débats au milieu et on n'a pas vu ça. Et alors que moi, c'est ce qui me sautait aux yeux, c'est ce qui me plaît, c'est que il y a 15 ans, ces mecs-là, on les aurait jamais imaginés sur la scène des Césars. On n'aurait jamais imaginé que d'un coup, ils fassent du cinéma, ils montent des écoles, que toute cette énergie qui déborde, que chacun soit à mener des projets en venant de quartiers comme ça et en venant surtout de ce quartier qui a été l'épicentre des émeutes. Donc voilà, des fois, il faut pas s'arrêter sur des clichés.
la première image qu'on a fait avec Ladj, c'était celle qui tient la caméra comme une arme, où il tient sa caméra. Tout le monde pensait qu'il tenait une arme. Et c'était comme ça, c'était la force du cliché. Et c'est quelque chose qu'on a toujours gardé en tête. C'est que des fois, une image a plus de force que les mots. Et donc, il faut pouvoir s'en défendre et souvent s'en expliquer. Alors, prochaine question d'Andrea. Alors, attends, je cherche sur cet écran gigantesque. Mais c'est très important, ouais. d'être très bien entouré, de savoir avec qui on traîne et de se tirer vers le haut les uns les autres avec Ladj, avec tous les autres là. Tout le monde s'est tiré vers le haut pendant 10 ans et ça c'est ça qui fait votre force. Et c'est ça que je pense que vous essayez de faire passer à travers l'école. Et j'espère que les gens vont bien comprendre cet état d'esprit parce que c'est un vrai état d'esprit, c'est pas une technique. C'est un vrai truc humain de relation entre des gens, de vouloir le bien de l'autre et de penser qu'ensemble on va avoir un meilleur résultat. Moi, j'ai toujours travaillé avec les gens parce que je suis pas un mathématicien, j'ai pas la formule dans ma tête, donc je veux travailler avec des gens qui ont du talent. Et c'est les gens de talent qui font que j'ai du talent. Donc, il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Et vous avez eu la chance de vous rencontrer l'un l'autre, entre Ladj et toi. Qui en a plus bénéficié que l'autre, on ne peut pas le savoir. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que l'interaction, elle est obligée. Et la force du collectif, et c'est une des premières choses que l'école apprend et montre, mais son cours finalement, c'est que tous ces jeunes que tu vois tous là, et il y en a plus, il y a un deuxième écran, ils sont liés, mais maintenant à jamais. Depuis le premier jour, c'est par groupe de 13 chaque classe, et ils se quittent pas, et ils créent ensemble, et ils s'entraident, etc. Et en fait, c'est cette force du collectif qui ira au-delà de l'école après. Alors, question d'Andrea, c'est à toi, excuse-nous d'avoir divagué. Bonjour Andrea. Mets ton micro, c'est parfait. Je vais répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, du coup, moi, ça concerne plus le après. Le rapport entre les acteurs, il semble tendu aujourd'hui. Quels étaient leurs rapports à l'époque? Est-ce que ça joue dans ta façon de diriger? Et si aujourd'hui, tu confirmes ne plus vouloir faire de film, quel est le cinéma qui te parle, du coup Au début, non. Quand on a commencé, on était des potes de rue, quoi. On traînait beaucoup dans la rue. Hubert, je l'avais rencontré sur Métis. C'était l'acteur avec qui je voulais travailler, donc qui jouait avec moi dans Métis. Donc j'avais envie de le reprendre tout de suite. Après, je me suis posé la question si je voulais faire le rôle de Vince, mais j'avais vraiment envie de faire un film de réalisateur. Et puis j'avais rencontré Vincent sur Métis aussi. Avant Métis, on était une bande de potes, quoi. Saïd a été présenté par Vincent, on était une bande de potes, on est rentré dans un truc, c'est vraiment comme vous, quoi. Et même ambiance, avec moins vraiment comme vous, avec cette énergie de groupe, de se dire, bon là vous êtes sous le même toit, nous on se retrouvait dans le même café, dans les halles, quoi, tu vois. Et on traînait en même temps, donc c'est comme ça que les amitiés se sont faites. Et puis petit à petit, on trouve, moi j'avais mon sujet de film. Et je me suis dit, OK, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de passer un an de ma vie. Et ces mecs-là se sont imposés naturellement. Donc, encore une fois, c'est très important de se sentir bien avec les gens avec qui on travaille sur le moment où on fait, parce que c'est avec leur jus qu'on va pouvoir faire sa propre sauce, quoi. Aujourd'hui, les choses ont évolué. C'est dur de survivre à un film, à un succès comme ça et de rester... dans l'amitié, on verra plus tard quand on aura 70 ans. Pour l'instant, les gens sont un petit peu partis chacun de leur côté. Merci. Alors, prochaine question de Thomas. Thomas qui va être sur peut-être mon deuxième écran. Bam. Est-ce que tu es là, Thomas? Tu peux commencer à parler, je vais te retrouver, Thomas. Est-ce qu'il est là? Bonjour, Thomas. Thomas, oui. Thomas. Va être sur peut-être mon deuxième écran. Ah, mais carrément, je me suis en écho. Je suis là. Tu peux commencer à parler, je vais te retrouver, Thomas. Ouais, je suis là. Bonjour et merci à Catholic de nous offrir ça à nos étudiants. On entend c'est un chaos total. C'est un chaos total. Tu es en train de la coupe ton micro 2 secondes. Bonjour et merci.
Là, attends, je suis obligé de couper. Il faut que tu coupes ton micro. On va passer à une autre question. Coupe le micro de ton ordi. Ouais, en fait, comme Thomas, je suis sur mon instant en même temps. Je suis en différé. Donc, si tu as entendu, vas-y, coupe-le et je vais te remettre. T'es prêt? Attention. D'accord. Je l'entends encore. Vas-y, Farida, qui est le suivant dans cette chasse aux questions pas possibles? Le prochain? Vas-y. Est-ce que quelqu'un a une question? Regarde, on va faire comme ça. Vous pouvez. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Morat, est-ce que. Là, on t'entend. Vas-y, tente-la. Vas-y, tente-la. Donc, je remercie Kassovitz de nous offrir ça, et notamment nos étudiants qui sont des formateurs. Et pour rebondir sur la question sur les acteurs, comment tu as travaillé la direction avec eux, et notamment pour mélanger les acteurs professionnels et les acteurs non professionnels. Est-ce que ça influe sur la façon dont on les dirige, et est-ce que ton propre expérience d'interprète t'aide à travailler avec les acteurs? Sur la direction d'acteurs. Alors, pour la deuxième question, oui, c'était d'ailleurs un truc dont je me servais constamment, surtout avec Vincent. Quand il me disait, j'arrive pas à faire un truc, je dis, tu te fous de ma gueule, tu veux que je le fasse? Et donc, il se calmait tout de suite et il le faisait. Ça, en tant qu'acteur, c'est une vraie arme de savoir que les acteurs avec qui tu travailles savent que tu peux le faire. Parce que quand un acteur te dit, dit à un réalisateur, écoute, vas-y, fais-le moi. Si le réalisateur ne peut pas le faire, le comédien peut s'en sortir, tu vois. Mais là, quand j'arrivais à m'en sortir, surtout que c'est des choses que j'avais écrites, il était obligé de trouver son chemin avec moi. Et sinon, avant, on a beaucoup travaillé. Moi, j'avais écrit le scénario entièrement de mon côté. Et ensuite, quand on a lancé la production, la préparation, on est parti là-bas. On a vécu sur place pendant 3-4 mois. On avait un appartement dans la cité. Et on vivait tous les 4 là-bas, tranquille. Et il y avait le premier assistant qui avait aussi un appartement. Et il préparait tranquille le film, faisait la pré-préparation sur place pendant que nous, on apprenait à vivre ensemble déjà, entre nous 4. Et on travaillait sur le scénario. Et en fait, je leur remettais le truc dans leur bouche. C'est-à-dire que j'avais écrit des trucs, mais il y a plein de petites notes. C'est des petits détails, mais la virgule, on ne la met pas là, mais on la met là parce que lui, il est plus confortable de le dire comme ça. Ça permet sur le tournage que le comédien n'a pas à se poser la question de comment il doit dire sa phrase, qu'elle va sortir naturellement. Et donc, quand il est face à des comédiens qui n'ont pas le même entraînement que j'ai avec eux, ça passe sans problème parce qu'ils sont dans leur propre langage. Ce n'est pas moi qui ai essayé de leur imposer quelque chose. Donc, on a beaucoup travaillé en amont, que tout le monde soit confortable dans le dialogue que j'avais écrit. Ça peut se passer à la virgule près ou ça peut se passer à réécrire entièrement un paragraphe, quoi. Et ça, c'est le travail qu'on a fait en amont pour faire la question qu'on m'a posée tout à l'heure aussi d'histoire de rythme. Pour pouvoir faire ça, il faut être très préparé. Tu ne peux pas avoir des comédiens qui se posent des questions sur le tournage ou qui disaient oui, mais si on faisait comme ça. Non, il faut que tu aies préparé les choses avant pour que ça avance et que tu puisses tourner tes 5 minutes par jour minimum pour arriver à faire un tournage sur 8 semaines, par exemple. Donc ça, tu es constamment poussé pour pouvoir tenir un truc en rythme et que ce soit comme une partition musicale. Il faut vraiment que tu prépares ta partition musicale bien à l'avance et que tu aies ta symphonie dans la tête. Donc ça, après, tu as tous les gens qui font partie du tournage, que ce soit les comédiens en haut ou les techniciens jusqu'aux régisseurs et jusqu'aux stagiaires. Tous ces gens-là, tu dois les intégrer d'une manière ou d'une autre pour qu'on travaille, que tout le monde travaille dans le même sens et qu'on aille tous dans la même direction. Et c'est ce qu'on a fait avec cette préparation sur place. C'est très, très important la préparation. C'est beaucoup plus important que le tournage en lui-même. Parce que si tu fais mal ta préparation, tu vas te planter sur le tournage. Et ça commence avant, ça commence à l'écriture du scénario. Si tu n'es pas prêt avec ton scénario au moment où tu rentres en préparation, tu es foutu. Il faut que tu rentres en préparation avec un scénario déjà vraiment à 90% fait. Et que c'est pendant la préparation que tu fais tes modifs. Mais si tu arrives avec un truc à 50%, pendant que tu seras en train de préparer, tu seras en train de réécrire, ils ne pourront pas préparer. Et comme ils ne pourront pas préparer parce que tu n'auras pas écrit les scènes, tu vas être en retard à ton tournage. Donc c'est tout un... Il faut vraiment prendre le temps de bien écrire et ensuite de se servir de la préparation pour n'avoir que à modifier les détails qui vont faire que votre film va être pointu. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Après, si vous travaillez sur l'improvisation, ça se travaille aussi longtemps à l'avance, l'improvisation. Il ne faut pas se dire que vous allez arriver avec des acteurs qui sont non comédiens, par exemple, le jour du tournage. Il faut les faire travailler longtemps à l'avance sur des improvisations ailleurs, sur d'autres sujets. Il faut écrire peut-être un autre scénario, d'autres scènes. Mais il faut travailler avec les gens. On ne peut pas arriver sur le plateau et penser que tout le monde va comprendre les choses en même temps.
Putain. T'as fait tous tes films comme ça, toi, genre bien préparé et tout, ou tu parles d'un mec qui a merdé et ensuite qui s'est rattrapé? Non, non, moi j'ai toujours été comme ça. Ça a été mon truc. Ah ouais. Mon père m'a appris l'économie d'un tournage. J'étais stagiaire quand j'avais 17 ans et j'ai appris à galérer sur des plateaux de tournage pendant 15 heures, 16 heures, 18 heures par jour, à corriger les conneries d'un réalisateur qui n'avait pas compris que quand il décide le jour du tournage de mettre sa caméra pas là mais de la mettre comme ça, bah, il faut bloquer toute la rue là-bas et que nous on avait prévu celle-là. Et que et ça tu perds 3/4 d'heure, tu peux perdre 2 heures avec une mauvaise équipe ou avec des gens qui sont pas motivés. Et si tu n'as pas prévu ça en tant que réalisateur, tu te mets dans la merde. Donc voilà, c'est très important aussi en tant que technicien. Ce que vous allez faire vous avec l'école, ça va vous permettre de tourner dans différents postes. Prenez le plaisir de travailler en tant que perchman, d'apprendre ce que c'est, la complexité du travail de perchman, sa difficulté, l'électro, le machino, la script. Prenez ces places-là parce que c'est ça qui va vous permettre de communiquer avec ces gens-là d'une manière plus précise. Que ce soit que vous décidiez d'être chef-op ensuite, ou que vous décidiez d'être réalisateur, ou que vous décidiez d'être acteur ou écrivain, vous allez prendre conscience de la difficulté du travail du mec qui est juste à côté de vous. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai fait, dans le métier du cinéma, j'ai dû faire 7-8 métiers différents. J'étais électro, j'étais régisseur, assistant, j'étais assistant monteur, j'étais travaillé en labo. J'ai fait un petit peu tous les domaines et puis sur plein de tournages où je m'intéressais au travail des autres parce que c'est le seul moyen de vraiment. Et puis c'est le plaisir aussi. Le cinéma, ce qui est intéressant dans le cinéma, et ça existe encore aujourd'hui, surtout quand vous n'avez pas de sous et vous n'allez pas avoir de sous sur les premiers films que vous allez faire, c'est que c'est un artisanat. Et l'artisanat, ça se fait en communication avec d'autres et ça se fait avec un rythme qui est propre parce que le chemin pour arriver à fabriquer, comme un artisan fabriquer une belle porte, le chemin de trouver son bon bois, de trouver le bon vernis, de trouver le bon design, de trouver les bons outils, de prendre le temps de bien faire les choses, c'est 50%, si ce n'est pas quasiment 100% de la satisfaction réelle de fabriquer. Demander à JR qui vit des choses incroyables avec des gens incroyables, il ne ferait pas ça s'il n'avait pas ces rencontres-là, il ne serait pas aussi inspiré s'il n'avait pas ces rencontres-là au moment où il fait des choses. Donc il faut prendre conscience que le cinéma est un artisanat, que ça reste ça, et qu'on a perdu tout le monde là ou quoi? Non, c'est juste JB qui fait un partage d'écran, mais vas-y, continue, ils t'entendent tous. Okay. Et voilà quoi, donc prenez le temps de découvrir le métier des autres et le plaisir de travailler ensemble sur des projets des autres. Donnez les bonnes énergies aux autres, même s'ils se plantent, c'est leur responsabilité, mais au moins participez et apprenez les erreurs des autres pour que vous, quand vous fassiez vos trucs, vous en fassiez le moins possible, parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'opportunités de faire les choses bien les premières fois. Mortel. Belle leçon. Alors, on a Morad qui veut poser une question. Vas-y, on t'écoute. Je te trouve sur tous mes écrans. C'est à toi. Je suis là. Vas-y. Gérard, ça va quoi, bien? Ça va être mon frère. Voilà, tranquille, confiné. C'est quoi, t'es sur le deuxième écran? Donc, le deuxième écran, il bouge. Je vais être obligé de te chercher à chaque fois que ça bouge. Vas-y, ça va être marrant. Vas-y. Ouais, je bouge pas. Vas-y, bouge pas, toi. Hop, t'as bougé. Regarde la tag. Vas-y, t'es là. Mathieu, ça va quoi, tu vas bien? Tranquille. Au top. Ouais. Donc, ouais, j'avais quelques questions. La première, c'est est-ce que tu étais conscient du film que tu faisais? Ça s'est fait dans une situation particulière. Est-ce que tu étais conscient du film que tu faisais et de l'impact que ça aurait? Je pose toutes les questions en même temps ou j'en pose une par une? J'en ai 4. Déjà, une par une, comme ça, il peut répondre. Je fais cela. Ok. On avait tous conscience, tous qu'on faisait un truc bien. Il y a des jours où on se regardait avec les assistants, avec les comédiens, avec tout le monde. On avait une putain d'énergie qui fonctionnait bien. Le truc, il était huilé. Même si il y avait des choses qui étaient fortes, mais on était inspirés tous. Et c'est ce travail de préparation, je pense, qui a fait qu'on était tous prêts le premier jour de tournage à avancer dans le même sens. Je me souviens, on devait commencer à tourner un lundi.
Et le seul week-end que j'ai pris avant de commencer à tourner, je suis parti le week-end pour retourner à Paris. Je suis allé sur les Champs-Élysées pour voir des lumières un peu. Et je me rappelle, je sors des Champs-Élysées d'un film à 23h. Et mon premier assistant, il m'appelle, il me dit, on avait des bebop à l'époque. Et il m'appelle, il me dit, il y a une émeute à Chanteloup. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, on tourne, quoi. Et donc, je suis arrivé le lendemain matin à 6h du matin à Chanteloup, qui était en fin d'émeute avec les trucs qui fumaient partout. Et on s'est dit, soit ça passe, soit ça casse, et on va le savoir aujourd'hui. Et en fait, c'est passé. Et c'est passé tellement bien avec les gens. Mais on a beaucoup préparé à l'avance avec eux aussi. Si on est allé dans la cité 6 mois à l'avance, c'était aussi pour faire connaissance avec les gens et pour montrer notre respect et que les gens comprennent notre démarche. Donc, on avait conscience qu'on faisait quelque chose de bien. On n'avait aucune conscience de l'impact que ça aurait pu avoir ou que le film pourrait être là et que je pouvais vous parler 25 ans plus tard. Vas-y, enchaîne ta seconde question. La seconde question, merci pour la réponse. La seconde question, est-ce que ce film t'a aidé sur ta façon de travailler? Non, c'est ma façon de travailler qui m'a aidé sur ce film. Ouais, parce que tu sais, est-ce que tu avais une méthode de taf avant de faire ce film et qu'ensuite tu t'es dit, ouais, ma méthode de taf, c'est pas qu'elle n'était pas bonne, mais est-ce que tu as vu les choses autrement et ça t'a aidé à peaufiner ta façon de travailler? Ou tu savais déjà comment faire? En fait, mon problème, c'est que j'ai pas fait deux fois le même film. Tu préparais beaucoup. Tu vois, j'ai jamais fait le même film. J'ai pas fait la N2, j'ai pas fait des films qui se ressemblent. Et donc, à chaque fois que je finis un film, je repars sur un projet qui est différent. Et donc, j'adapte. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'avais un style de mise en scène sur la haine que j'ai retrouvé sur Assassin, que j'ai fait juste après, que j'ai retrouvé sur tous les films que j'ai fait après, qui est une mise en scène assez précise, et c'est mon style. C'est mon truc. Donc moi, je sais ce dont j'ai besoin maintenant pour travailler. La haine, le succès de la haine m'a confirmé que c'est une formule qui fonctionne bien chez moi. Par contre, ça ne fonctionne pas sur tous les sujets. Il y a des sujets que j'aurais pu faire traiter d'une manière plus libre ou d'une manière plus moins précise, qui aurait donné plus de liberté au sujet même. Parfois tu tombes bien, parfois tu as le bon rythme, parce que tu as l'équipe qui est bien, parce que tu as tout, parce que c'est un château de cartes qui tient en équilibre. Et parfois c'est un petit peu déséquilibré et tu forces un peu plus et ça passe moins bien. Mais bon, ça fait partie des expériences de mise en scène entre ce que tu es capable de faire et ce que tu voudrais faire et ce que tu es capable de faire aussi. Tu vois, moi, il y a des choses j'ai mes limites. Il y a des films que je fais pas, il y a des projets de films que je ne fais pas parce que je sais que je pourrais pas bien les réaliser. C'est bien de se connaître. Je pense que quand tu connais tes forces et tes faiblesses, tu es 10 fois plus fort. Après, c'est bien d'essayer de sublimer ça et de passer outre. Mais il y a des gens. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les générations, il y a des gens qui font ça mieux que toi. Et maintenant, je vois des trucs au cinéma, je vois des trucs en vidéo où je vois des choses, je me dis putain, j'aurais bien aimé faire ça. Mais je peux pas faire ça. Le mec, il a 25 ans, il l'a fait et j'ai aucune raison d'essayer de faire ça. Donc, moi, je reste dans mon truc, je suis content avec ce que j'ai et je laisse les gens, si jamais ils peuvent s'en inspirer pour créer leur propre truc, tant mieux. Sinon, que ça vienne d'ailleurs. Au contraire, enfin, j'adore être. Mais c'est pas les choses qui vont m'inspirer forcément. C'est des choses qui vont me faire ah putain, j'ai raison de pas vouloir le faire. Mortel. C'est quel genre de film aujourd'hui? C'est quel genre de film que tu kiffes? Quel genre de film t'aimerais faire aujourd'hui? J'ai entendu que tu voulais plus réaliser, mais bon, peut-être tu vas changer d'avis. C'est quel genre de film aujourd'hui qui te parle et que tu aimerais faire? Peut-être une comédie, peut-être un truc dramatique ou. Regarde, je vais t'expliquer. Je veux bien réaliser, mais je viens d'une autre époque où les films avaient une valeur et étaient des objets qui n'ont plus aujourd'hui, qui ne sont plus ça. Tu vois, si j'adorerais travailler sur Netflix, ils me donnent le pouvoir total, ils ont de l'argent, je peux faire le film que je veux. Mais pourquoi faire? Pour rentrer dans un tuyau d'informations qui est au milieu d'une centaine d'autres informations dans lesquelles les gens n'ont pas le temps de vraiment s'approprier ton travail parce qu'il y a autre chose à foutre juste après. Donc il faut vraiment être inspiré aujourd'hui pour se dire je peux faire quelque chose qui peut faire encore une différence ou qui va
qui va donner un autre goût, une autre faveur, comment on dit, flavor, comment on dit. Un faveur, ouais. Ouais, ouais, un autre goût. Ah non, un autre goût, ouais, ouais. Oui, un autre goût, tu vois, à ton produit. Donc, il y a tellement de choses qui existent. I'm sorry, man, I speak English, you know. Il y a tellement de produits qui existent aujourd'hui que moi, j'ai un style à moi que j'aime. C'est parce que c'est pas que j'aime parce que j'aime le voir au cinéma, mais j'aime le faire, j'aime le fabriquer comme ça. J'adore fabriquer mes films au millimètre. Mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. Tu vois, c'est pas forcément ce que les gens regardent au cinéma. À une époque, moi, on regardait les plans séquences, je retournais voir les films au cinéma en salle plusieurs fois avec un chronomètre pour chronométrer les plans parce qu'on ne pouvait pas les voir en vidéo après. Donc, on les chronométrait pour voir. Alors, parfois, le plan, il durait, j'avais l'impression qu'il avait duré 30 secondes, mais le plan, il a duré 1 minute et demie. Et tu dis, waouh, putain, c'est incroyable comment il l'a fait passer. Et tu observes la façon dont. Mais il n'y avait pas d'effets spéciaux digitaux. Donc, tu étais dans un truc de dire, waouh, c'est de l'artisanat pur et dur. Aujourd'hui, avec le digital, tu sais plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas. Donc, les gens ont perdu intérêt au travail bien fait qui était purement artisanal d'un plan séquence ou de choses fabriquées sur le terrain, quoi. Tu vois, où si tu ne réussissais pas, bah, tu n'avais pas ton plan, quoi. Aujourd'hui, tu peux te planter dans le plan, tu le refabriques plus tard, c'est pas grave. Donc, moi, en tant que spectateur et en tant que fabricant aussi, si je vais voir mon producteur et je lui dis, écoute, j'ai besoin de bloquer 5 rues pour pouvoir faire mon plan séquence, machin bidule. Il me dit, écoute, pourquoi tu bloques pas 1 rue et demie et ton plan séquence, on le fait en 2 jours et je te mets et personne n'en verra la différence parce qu'on va stitcher l'ensemble en digital. Je dis, bah, la différence, c'est le plaisir de faire. Tu vois. Mais le spectateur, il n'en a rien à foutre. Donc, ça a ses limites économiquement par rapport à un producteur. Et puis, ça a ses limites aussi créativement par rapport à moi, parce qu'au bout d'un moment, moi aussi, je me dis pourquoi je me casse le cul à essayer d'avoir des trucs que je pourrais avoir 6 mois plus tard avec une ferme d'ordinateurs qui fabrique tout ça ensuite, quoi, tu vois. Mortel. Par exemple, tu regardes ce truc. Ah, franchement, c'était bien. Il y a Baptiste. Ah, vas-y. Après, il nous reste que 8 minutes. Vas-y, dis. C'est la dernière. La dernière question. La dernière question, c'est aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les acteurs? Sachant que le film, normalement, après un film comme ça, bah, je te dis, vous étiez une famille, etc. Donc, vous étiez super unis. C'était quelque chose de fort. Moi, je l'ai vécu. Mais il l'a raconté tout à l'heure, il a répondu à ça. La relation qu'il a aujourd'hui avec les acteurs. Non, mais écoute, je vais t'expliquer 2 secondes, moi, mon point de vue. C'est dur. Ces 3 acteurs-là ont pris la haine de plein fouet, d'accord? On les a intégrés d'une manière, comme j'ai intégré toute l'équipe, d'une manière totale, tu vois, au film. Et je pense qu'il y a des limites qui ont été dépassées et qui fait que notre relation, elle est devenue bizarre parce qu'on ne savait plus qui était responsable de quoi et tout ça. Et après, c'est des problèmes d'ego et des problèmes de trucs et des problèmes de vouloir tuer son père et tu vois, ce genre de choses. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis très content d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec eux. Moi, je n'ai pas du tout de sentimentalisme sur un tournage. C'est-à-dire que je peux être tombé amoureux d'un comédien ou d'un technicien sur un tournage et 6 mois plus tard le croiser en disant mais je t'ai croisé où, je te connais d'où. Il ne faut pas avoir peur de ça aussi sur les tournages, de vivre des choses vraiment fortes avec des gens que vous croiserez peut-être plus jamais ou que vous croiserez plus tard et qui eux aussi vont vivre d'autres trucs forts avec d'autres gens. Le cinéma, et c'est ça, l'aventure de fabriquer un film, c'est ça, c'est de pouvoir vivre des choses que personne d'autre ne peut vivre. Sur un tournage, on vit des trucs que peu de gens vivent, entre les aventures humaines, entre les aventures techniques, les problèmes de logistique, et les problèmes financiers, tout ça, c'est un terrain de jeu absolument génial. Mais on ne peut pas garantir que les gens avec qui on travaille restent nos amis. Et il y a un truc fort d'ailleurs, c'est que finalement, là où vous vous êtes tous retrouvés, c'était à Cannes cette année pour Les Misérables, parce qu'on était tous là avec Courtrage May, avec toute la clique, avec Mouloud, avec Vincent et toi. Et c'était cool de vivre ça pour l'âge. Exactement. Et c'est mortel que finalement, c'est ceux qui ont été inspirés par votre travail de l'époque qui aujourd'hui vous réunissent.
Et j'enchaîne sur Baptiste avant que ça coupe, car ça coupe dans 6 minutes. Et tout le monde a envie de te dire des trucs. Rends-moi ma moto, je la vois, elle est dans ton salon. T'inquiète, je te l'arrange. Juste vide l'essence et je te la ramène. Prends soin de toi, frérot. Ça aussi. Salut Mathieu, moi je suis un des 2 formateurs de la section de JR à Image, donc je voulais quand même centrer au moins quelques questions autour de la photographie en l'occurrence, avec plusieurs facettes de la question. Tout d'abord, quand beaucoup de tes plans sont extrêmement construits en termes de composition, et je voulais savoir, on a parlé tout à l'heure de certaines de tes références, mais si tu avais aussi des références de photographes en tête quand tu préparais la composition de tes plans. Et ensuite, sur la haine, il y a 2 photographes de plateau qui ont travaillé avec toi. Est-ce qu'il pouvait y avoir des échanges justement sur des questions d'image avec eux, ou alors chacun faisait son taf de son côté? Ah non, bien sûr, il y a Guy Ferrandis et Gilles Favier qui seraient très heureux de venir vous voir et de vous parler de leur. Ils ont une technique de travail complètement différente. On va éditer un livre avec Gilles. Peut-être, je vais réfléchir à faire des trucs aussi avec Guy. Ouais, vous devriez leur demander. Ils vont venir vous voir. C'est intéressant. Moi, par rapport à la photo, je suis un très très mauvais photographe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rythme. C'est pas la composition de l'image. Le seul truc, c'est que j'ai un outil qui est une caméra, et cette caméra, elle fait un truc que l'appareil photo ne peut pas faire, c'est le mouvement. Donc, je l'utilise pour ça. Et à l'intérieur du mouvement, ce qui fonctionne, c'est le rythme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je suis pas bon à te composer une image réellement. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rythme à l'intérieur d'une image et de me servir de la caméra pour raconter quelque chose. Donc, tu dis au spectateur de regarder à certains endroits, et c'est en faisant des passages de points, en intégrant des gens sur différentes strates de ton image pour pouvoir attirer l'œil d'un endroit à un autre. Ça vient de réalisateurs comme Spielberg. Mon père m'a dit très vite, en regardant Les Dents de la Mer, regarde comment le plan est composé. Au lieu de faire 3 plans, il a un plan avec 3 personnes à l'intérieur, et toi, en tant que spectateur, tu es engagé parce que tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes au milieu, et tout d'un coup, ton travail, il n'est pas juste passif de te mettre un visage face à la suite les uns des autres, mais il t'oblige à travailler et à participer au film. Mais ça oblige aussi le réalisateur à avoir ce rythme parfait avec les acteurs, qui n'a pas ces 3 plans, qui a juste un plan avec 3 personnes, et si un des acteurs foire, ben, il faut refaire tout. Donc moi, c'est mon état d'esprit et c'est ma façon de faire. C'était quoi la question? C'était ça? Ça m'a l'air ça. Voilà. La question, c'était si tu avais des photographes comme référence. Les références de photographes, non, parce que encore une fois, je suis. Enfin bon, après, tu as les Brassailles, tu as tous les classiques de la photo noir et blanc et de la photo hyper réaliste. Mais ça n'a jamais été une référence pour moi. Ce qui est référence pour moi, c'est vraiment le mouvement à l'intérieur du plan. Par exemple, je suis pas bon en pub. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il faudrait que je fasse de la pub pour mon avis, mais je ne suis pas bon en pub parce que je ne suis pas un bon compositeur d'images. Quand je vois les mecs, quand ils font leurs images sur les films de grands spectacles ou sur des pubs, je dis champion. Quand je vois ce que fait Gavras sur ses clips, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. J'ai besoin d'avoir une histoire à raconter, et pour avoir une histoire à raconter à un sujet, tous tes plans, toutes tes coupes, tout ton rythme, tout ce que tu vas y mettre à l'intérieur doit aller vers ce sujet-là. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Attention, il reste 1 minute. Regarde ce que j'ai dans les mains. La Bible du film. Regarde ça. Original du tournage qui, pendant le tournage, s'appelait Droit de cité. Dedans, il y a tout le Sénat en miniature. Et là, ici, regarde ça. Bien sûr, les numéros de tout le monde, les adresses de tout le monde, la cantine, les décors. Voilà, un petit merci de tous les étudiants. Merci à vous, les gars. De faire un petit coucou. Tout le monde, merci. Merci. Et je passerai vous voir au quartier là-bas, et on continuera tout ça pendant l'année avec ce qu'on doit faire sur le sujet que vous avez lancé. Merci Mathieu, merci JR. Carrément, Mathieu, on t'attend là-bas. Et franchement, merci d'avoir donné ton temps. C'est la première masterclass. Et grâce à toi, en fait, et grâce au confinement, entre guillemets,
tout le monde a pu en profiter parce qu'au lieu d'être juste une quarantaine, il y avait plus de 1500 personnes. Donc, c'est génial. Génial. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Allez. Salut, ciao, ciao, mon pote. Merci. Merci, au revoir. Merci.